vous parler de l'utilisation des disponibilités en matière première biologique en France. Alors, on va passer. Ouais. Très bien. Alors, en introduction, l'évolution globale des surfaces cultivées en France. Donc, aujourd'hui, on a 1,7 million d'hectares et avec une forte augmentation depuis 2015, surtout des conversions aussi en jaune. Du fait du contexte économique de 2015 en standard, qui faisait que les prix des matières premières étaient très, très basses, qui a poussé pas mal de producteurs à passer en biologique. Donc voilà, c'est ça en gros. Dans ces productions, on a les grandes cultures qui représentent environ, qui se sont développées de 16% par rapport à entre 2016 et 2017. Qui représente 23% des cultures biologiques totales. Donc c'est quand même assez conséquent. Juste derrière les cultures de surface, les surfaces fourragères. Du coup. Par contre, quand on compare en fait la production biologique des grandes cultures par rapport à la production totale des grandes cultures, ça va représenter que 3% en fait de la production en grandes cultures. Donc c'est assez faible. Par rapport aux autres cultures, par exemple, la surface fourragère, ça représente 9% de la production totale qui est en bio. Donc, dans les grandes cultures, qu'est-ce qui est produit? Donc, c'est majoritairement les céréales, le blé tendre en particulier, donc à 39%, d'après les chiffres de 2017. En oléagineux, ça va être surtout le soja qui va être produit. Donc, le céréal vraiment prend une grosse part avec 75% de la production totale en culture. Petit point conjoncture. Vous pouvez voir que ici c'est la collecte de céréales qui a fortement évolué là, depuis quelques années. Dont le blé en tête ici, qui a augmenté de plus de 40 voire 50% d'une année à l'autre. Donc c'est assez soutenu. Sauf pour cette année 2018, donc vous avez dû entendre parler des aléas climatiques, un printemps froid, pluvieux, un été trop chaud, trop sec, du coup, pas de miracle. La collecte est en chute pour cette année, et ça sera la même tendance pour les protéagineux. Par contre, je n'ai pas encore d'estimation pour les oléagineux. On sait que ça va baisser, mais on n'a pas encore les chiffres parce que les récoltes ne sont pas encore assez avancées pour cette année 2018. Il n'y a en fait que le poids qui va rester à peu près stable cette année, qui va me voir augmenter de 4%, au contraire de toutes les autres matières premières qui vont être utilisées. Voilà, juste un petit focus sur les matières premières principalement produites en France, en grande culture. Donc le céréal et le soja. Donc qu'est-ce qui pourrait être plutôt utilisé en matière première, pour l'alimentation animale, pardon. C'est déjà entouré en jaune ici, ce qui pourrait possiblement être utilisé. Donc, bien sûr, les 20% qui partent chez les fabricants d'aliments directement. Dans les 5%, on a la vente directe entre producteurs. Et dans la meunerie, on aura les coproduits qui sont utilisés pour l'alimentation animale. En gros, le blé tendre va quand même être très majoritairement utilisé vers l'alimentation humaine. Il en restera assez peu pour l'alimentation animale, alors que le soja, c'est un peu moins clair. Pour l'alimentation animale, 50% des matières premières de soja vont être importées, en fait. On peut dire qu'il y aura à peu près 50-50 qui partira à alimentation humaine et alimentation animale. À peu près. Voilà. Donc, ce qui est incorporé dans les rations pour les animaux, pour toutes les vaches confondues. On voit une petite différence en fait avec le conventionnel. Donc déjà, du côté des oléagineux, le tourteau de soja va être incorporé de façon plus importante. C'est la matière première qui est le plus riche en diversité d'acides aminés par rapport au reste. Et on aura le tourteau de tournesol en deuxième place et le colza qui, en biologique en fait, est presque absent parce qu'il est difficile à cultiver pour l'instant en bio. Ensuite, pour ce qui est des céréales, on va avoir une diversité beaucoup plus importante qu'en conventionnel parce que, comme j'ai dit, le blé est très fortement utilisé pour l'alimentation humaine. Et donc, va falloir pallier ce manque en diversifiant, surtout avec le triticale et l'orge. Et ça c'est pour les céréales à paille, bien sûr, le maïs. Et dernière petite
le détail, on va dire, on trouve en bio du coup les mélanges céréales protéagineux qu'il va falloir pouvoir mettre qu'on va devoir pouvoir utiliser parce qu'il faut les trier, il faut ensuite les stocker dans des silos différents. Donc pour les fabricants d'aliments, ça va être des investissements en plus pour pouvoir valoriser ce type de matière première. Voilà, donc ici, là je vous parle des fabricants d'aliments. C'est vraiment le secteur de la volaille, donc œufs surtout et volaille de chair, qui va être le plus consommateur des matières premières pour l'alimentation. Le porc arrive ensuite juste derrière. Par contre, c'est à nuancer, je répète, c'est fabricants d'aliments, ici les chiffres, alors que en fait, le porc, un tiers des producteurs sont en FAF, donc les besoins qui sont montrés ici en fait, sont plus élevés. En volaille, la FAF est quand même beaucoup moins importante que dans le secteur porc. Voilà, je vais parler des déficits protéiques dans l'alimentation animale, des porcs, qui est l'un des plus gros blocages pour l'instant en bio. Donc ici, c'est juste à titre d'illustration d'une précédente étude qui comparait ici les besoins des animaux, des différents types d'élevage, avec ici la production de MAT, donc matière azotée totale. Donc voilà, les besoins en protéines, en gros. Et de 2009 à 2012, on voyait que en fait, le déficit se creusait, enfin, les besoins étaient plus importants que la production en France de protéines. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'études très récemment là-dessus, mais la tendance va être globalement la même. En fait, le déficit devrait être en augmentation, d'une part parce que l'élevage biologique se développe de façon linéaire chaque année, tandis que la production biologique en matière première, elle se développe aussi, mais pas du tout de façon linéaire. Et on voit cette année, par exemple, je collecte à l'heure à diminuer. C'est plus difficile à poursuivre. Voilà. Ensuite, les petites marges de manœuvre qu'on a entre l'alimentation porc et les volailles. Donc, vous pouvez voir que l'incorporation de protéagineux pour l'alimentation des porcs est plus élevée. D'une part, l'incorporation maximum en protéagineux pour les volailles va être de 15%. Mais disons que ce qui fait qu'on arrive très rarement pour la volaille à 15% de protéagineux, ça va être que le prix d'intérêt du protéagineux va être plus élevé chez le porc. Donc le porc va économiquement valoriser mieux les protéagineux que la volaille à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, de ce fait, on aura les incorporations de tourteaux qui seront plus élevées aussi en volaille, qui fait des besoins, pour pallier aux besoins en protéines. Et voilà. Après, c'est quelques perspectives d'évolution dans les 5 ans à venir en s'inspirant des états généraux. On a, pour le porc, on table plutôt sur une évolution dans les 5 ans à venir de 20% de la production porcine biologique par an. Donc ici, c'est la barre verte. Bon, c'est contraste un petit peu avec ce qui avait été dit pendant les états généraux, les plans en filière, pardon, qui tablaient sur une augmentation un peu plus élevée. Voilà. On y reviendra tout à l'heure d'ailleurs. Exact. Voilà. Donc on voit développement des besoins, bien sûr, en alimentation animale, et le porc qui, d'après ces perspectives, ces estimations, serait dans le développement des besoins les plus importants. Pour un petit focus soja, donc besoin en protéines, en fait, ça va être le même constat. On va bien sûr devoir développer, les besoins en protéines et donc en soja vont fortement se développer. Ça c'est pour toutes les filières en général d'élevage. Mais ici ça représente en fait la collecte française en soja. Donc en fait notre autonomie en protéines, donc avec le soja, va en fait diminuer selon ces estimations encore dans les 5 ans à venir, parce que les besoins vont se développer trop rapidement. Voilà, donc les besoins vont à peu près augmenter vont être multipliés par 3
et le déficit va augmenter de 60%. Ça va être compliqué du point de vue de l'autonomie en bio, et bon, Antoine en a parlé, je passe rapidement là-dessus, sur la dérogation 2021 des 5% de matières premières non biologiques dans l'aliment. Ça va être un peu dans la même tendance de besoin en tourteaux de soja supérieur dans les rations animales, en enlevant ces 5% de matières premières non biologiques, qui sont généralement très riches en protéines en fait. Voilà, je pense que je peux passer la main. Merci Cécilia, je pense que ce sujet appellera beaucoup de réactions, de questions.